Par la suite, Raskolnikov eut l'occasion d'apprendre pourquoi, précisément, le marchand et son épouse avaient invité Lizaveta. L'affaire était des plus banales et n'avait rien de très particulier. Une famille venue de province et tombée dans la misère vendait des objets, des robes, toutes sortes d'habits de femmes. Comme il n'est pas avantageux de vendre sur les marchés, il cherchait un intermédiaire, et Lizaveta s'occupait de cela. Elle touchait des commissions, faisait les démarches, et possédait une grande expérience parce qu'elle était d'une honnêteté parfaite et qu'elle fixait toujours le prix limite. Quand elle disait un prix, c'était le bon. En général d'ailleurs, elle parlait peu, et comme nous l'avons dit, elle était très humble, très craintive. Mais ces derniers temps, Raskolnikov était devenu superstitieux. Il devait conserver des traces de superstition encore beaucoup plus tard, des traces presque ineffaçables. C'est dans toute cette affaire que par la suite, il eut tendance à voir une sorte d'étrangeté, de mystère, comme la présence d'il ne savait trop quelle influence et coïncidence particulière. Pendant l'hiver, un étudiant qu'il connaissait, Pokorev, en partant pour Kharkov, lui avait indiqué dans une conversation, il ne savait plus à quel propos, l'adresse de la vieille Aliona Ivanovna, au cas où il aurait eu besoin de mettre en gage quelque chose. Pendant longtemps, il n'était pas allé la voir parce qu'il y avait des leçons et qu'il se débrouillait d'une façon ou d'une autre. 1 mois et demi plus tard, il se souvint de l'adresse. Il possédait 2 choses qu'il pouvait mettre en gage, la vieille montre en argent de son père et un petit anneau d'or avec 3 petites pierres rouges que sa sœur lui avait données en souvenir au moment de la séparation. Il décida d'apporter le petit anneau. Il retrouva la vieille, et du premier regard, sans encore rien savoir d'elle de particulier, il sentit envers elle un dégoût insurmontable. Il lui prit 2 petits billets, et en rentrant s'arrêta dans un genre de petit bouge minable. Il commanda du thé, s'assit et se mit à réfléchir. Il y avait une idée étrange qui lui poussait, à coups de bec, à l'intérieur du crâne, comme un poussin qui voudrait naître, une idée qui l'occupait beaucoup, vraiment beaucoup. Presque à côté de lui, à une autre table, il y avait un étudiant qu'il ne connaissait pas du tout ou dont il ne se souvenait pas, et un jeune officier. Ils venaient de faire une partie de billard et prenaient leur thé. Soudain, il entendit que l'étudiant parlait à l'officier de cette usurière, Aliona Ivanovna, veuve d'un secrétaire de collège, et il lui donnait son adresse. Cela déjà parut un peu étrange à Raskolnikov. Lui, il arrivait de chez elle, et là, juste, il l'évoquait. Bien sûr, un pur hasard, mais voilà qu'il ne pouvait plus se détacher maintenant d'une impression, elle, tout à fait extraordinaire, et là, précisément, c'était comme si quelqu'un lui proposait un genre de service. L'étudiant se mettait soudain à raconter à son camarade toutes sortes de détails sur cette Aliona Ivanovna. « Elle est formidable, disait-il. Chez elle, on peut toujours trouver de l'argent. Elle est riche comme un juif. Elle peut te sortir 5000 roubles d'un coup, mais elle ne refuse pas non plus les gages d'1 rouble. Il y en a plein chez nous qui vont la voir. Sauf que c'est une salope terrible. » Et il se mit à raconter à quel point elle était méchante, capricieuse, qu'il suffisait d'avoir un seul jour de retard pour le gage, l'objet était perdu. Elle donnait 4 fois moins que la valeur de l'objet, et par mois, en intérêt, elle prenait bien 5 et même 7%, etc. L'étudiant se montra très bavard et lui apprit en outre que cette vieille avait une sœur, Lizaveta, qu'elle, qui était si petite, si minable, battait à chaque instant et qu'elle tenait dans l'esclavage le plus total, comme une petite enfant, alors que Lizaveta faisait au moins ses 8 verchocs de haut. « Elle aussi, c'est un phénomène », s'écria l'étudiant, et il éclata de rire. Ils se mirent à parler de Lizaveta. L'étudiant parlait d'elle avec une sorte de plaisir particulier, et il ne faisait que rire, tandis que l'officier l'écoutait avec un grand intérêt et demandait à l'étudiant de lui envoyer cette Lizaveta pour qu'elle lui raccommode son linge.
Raskolnikov ne perdit pas un mot et apprit tout d'un seul coup. Lizaveta était la sœur cadette, la demi-sœur, de mère différente, de cette vieille, et elle avait déjà 35 ans. Elle travaillait pour sa sœur, de l'aube à la nuit noire, lui servait de cuisinière et de lingère, et en plus, elle cousait pour la vente. Elle allait même laver des planchers et elle donnait tout à sa sœur. Elle n'osait prendre aucune commande, aucun travail sans l'autorisation de la vieille. La vieille avait déjà fait son testament, ce que Lizaveta savait très bien, et il ne devait pas lui revenir un sou, à part le mobilier, les chaises, etc. L'argent, lui, était destiné à un monastère de la province de N, pour le souvenir éternel de son âme. Lizaveta appartenait à la classe des petits bourgeois, non pas à celle des fonctionnaires. Elle était vieille fille et d'une laideur terrible, d'une taille extraordinaire, avec des jambes énormes et comme torves, les pieds toujours chaussés de vieux souliers de chevreau, et elle faisait très attention à l'hygiène. Ce qui étonnait et faisait rire le plus l'étudiant était que Lizaveta se retrouvait enceinte à tout instant. « Mais tu dis que c'est un vrai monstre », remarqua l'officier. « Oui, une noiraude comme ça, on dirait un soldat déguisé. Mais tu sais, elle est loin d'être un monstre. Elle a un visage, des yeux très gentils. Vraiment, tu sais, la preuve, il y en a plein à qui elle plaît. Tranquille, comme ça, toute douce, sans défense, toujours d'accord pour tout. Et ce sourire qu'elle a, il est même vraiment beau. Mais toi aussi elle te plaît ?» demanda l'officier en riant. « Son étrangeté qui me plaît. Non, voilà ce que je vais te dire. Moi, cette satanée vieille, je l'assassinerai et je la détrousserai, et je t'assure, sans le moindre remords de conscience, » ajouta avec fougue l'étudiant. L'officier partit à nouveau d'un grand rire, tandis que Raskolnikov était pris d'un frisson, comme c'était étrange. « Attends, je veux te poser une question sérieuse, poursuivait l'étudiant en s'échauffant. Tout de suite, là, je plaisantais bien sûr, mais regarde, d'un côté, cette petite vieille stupide, absurde, insignifiante, méchante, malade, dont personne n'a besoin, non, qui, au contraire, fait du mal à tout le monde, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle vit, et qui, dès demain, peut-être peut mourir de sa belle mort. Tu comprends ? Tu comprends ? » « Bon, je comprends, » répondit l'officier, fixant avec attention son camarade qui s'échauffait. « Écoute encore. D'un autre côté, des forces jeunes, fraîches, qui se perdent pour rien, sans soutien et par milliers et partout. 100 000 bonnes actions, bonnes entreprises qu'on pourrait organiser ou redresser avec cet argent de la vieille qui est condamnée au monastère. Des centaines, des milliers peut-être d'existences remises dans le droit chemin, des dizaines de familles sauvées de la misère, de la décomposition, de la mort, de la débauche, des maladies vénériennes, et tout ça avec son argent. Si on la tuait, si on lui prenait son argent pour se consacrer avec à servir toute l'humanité et la cause commune, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que des milliers de bonnes actions ne pourraient pas effacer un seul petit crime de rien du tout? Pour une seule vie, des milliers de vies sauvées de la pourriture et de la décomposition, une mort et 100 vies en retour. Mais c'est de l'arithmétique. Et qu'est-ce qu'elle peut valoir sur la balance commune, la vie de cette petite vieille phtisique, stupide, haineuse? Pas plus que la vie d'un pou, d'un cancrelat. Et même ça, elle ne le vaut pas, parce que la petite vieille, elle est nuisible. Elle bouffe la vie des autres. L'autre jour, par rage, elle a mordu Lizaveta au doigt. On a failli lui couper le doigt. Bien sûr, elle ne mérite pas de vivre, remarqua l'officier, mais c'est la nature. Vieux, la nature, on la corrige, on la dirige, sinon on se serait noyé dans les préjugés. Sans ça, il n'y aurait pas un seul grand homme. On dit le devoir, la conscience. Je ne veux rien dire contre le devoir et la conscience, oui, mais comment est-ce qu'on les comprend? Attends, je te pose encore une autre question, écoute. Non, toi, attends. Moi, je vais te poser une question. Écoute, quoi? Tout ce que tu dis là, maintenant. Tu me fais des grands discours, mais... Dis-moi une chose. Cette vieille, est-ce que toi-même tu la tuerais? Bien sûr que non. Je disais ça pour la justice. Il ne s'agit pas de moi, là. Et moi, ce que je pense, c'est que si toi-même tu n'oses pas, il n'y a pas trace de justice là-dedans. Allez, on refait une partie. Raskolnikov était en proie à un trouble terrible. Bien sûr, tout cela n'était que des conversations et des pensées de jeunes gens, les plus banales, les plus fréquentes, qu'il avait déjà entendues très souvent, sous d'autres formes et sur d'autres thèmes. Mais pourquoi était-ce à cet instant précis qu'il avait dû entendre cette conversation précise avec ces pensées-là, quand, dans sa propre tête, il avait senti naître des pensées qui étaient exactement les mêmes?
Et pourquoi était-ce à cet instant précis, quand il venait, en sortant de chez la vieille, d'emporter cet embryon de sa pensée, qu'il tombait exactement sur une conversation à propos de cette vieille? Cette coïncidence lui parut toujours étrange. Cette conversation insignifiante entre deux parties de billard eut pour lui une influence décisive pour tout le développement de cette affaire, comme si, réellement, il y avait là une sorte de prédestination, d'indication. De retour de la place au foin, il se jeta sur le divan, et pendant 1 heure entière, il resta assis, sans bouger. Le soir était tombé, il n'avait pas de bougie, et il ne lui vint pas à l'esprit qu'il aurait pu en allumer une. Il fut toujours incapable de se souvenir. Avait-il pensé à quelque chose pendant tout ce temps-là? À la fin, il sentit que sa fièvre, son délire, revenaient, et c'est avec bonheur qu'il comprit que sur un divan, il est aussi possible de se coucher. Très vite, un profond sommeil de plomb lui retomba dessus comme s'il l'écrasait. Il dormit pendant un temps incroyablement long et sans rêve. Nastasia, qui entra chez lui à 10 heures le matin suivant, parvint à grand-peine en le secouant à la réveiller. Elle lui apportait du thé et du pain. Le thé, encore une fois, était passé et venait de sa propre théière. « Non mais comment qu'il dort » s'écria-t-elle avec indignation. « Il fait rien que dormir. » Il eut du mal à se redresser, il avait la migraine. Il voulut se relever, se retourna dans son cagibi, et il retomba sur le divan. « Encore dormir » s'écria Nastasia. « Mais t'es malade ou quoi ?» Il ne répondit rien. « T'en veux du thé ?» Plus tard, marmonna-t-il péniblement en refermant les yeux et en se retournant vers le mur. Nastasia resta un peu au-dessus de lui. « C'est vrai, peut-être qu'il est malade, » dit-elle. Puis elle se tourna et repartit. Elle revint 2 heures plus tard avec de la soupe. Lui, il restait toujours couché. Il n'avait pas touché son thé. Nastasia en fut même vexée, et c'est avec rage qu'elle se remit à le secouer. « Pourquoi tu pionces comme ça » s'écria-t-elle en le regardant avec dégoût. Il se releva à demi et s'assit, mais il ne lui dit rien, gardant les yeux fixés au sol. « T'es malade, oui ou non » demanda Nastasia. Et là encore, elle resta sans réponse. « Tu devrais sortir au moins un peu, dit-elle après un certain silence. Ça te ferait changer d'air. Pour manger, tu mangeras, oui ou non ?»« Plus tard, murmura-t-il d'une voix faible. Va-t'en. » Et il lui fit signe de partir. Elle resta encore un peu, le regarda avec compassion, puis elle sortit. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux et regarda longuement le thé et la soupe. Ensuite, il prit le pain, prit la cuillère, et se mit à manger. Il mangea peu, sans appétit, 3 ou 4 cuillerées, comme machinalement. Il avait moins mal à la tête. Après avoir mangé, il s'étendit à nouveau sur le divan, mais là, il fut incapable de se rendormir. Non, il resta sans mouvement, allongé sur le ventre, la tête enfouie dans l'oreiller. Des songes lui venaient toujours et toujours, comme ça, des songes très étranges. Le plus souvent, il se représentait qu'il était quelque part en Afrique, en Égypte, dans une sorte d'oasis. La caravane se repose, les dromadaires sont couchés paisiblement. Autour, les palmiers poussent en cercle. Tout le monde est en train de déjeuner. Lui, il boit de l'eau à même un ruisseau, lequel ruisseau coule et clapote là, tout près. Et cette fraîcheur, et cette eau bleue et froide, mais merveilleuse, merveilleuse, qui court sur les cailloux multicolores et sur un sable tellement pur dans ses reflets dorés. Soudain, il entendit clairement sonner l'horloge. Il tressaillit, reprit conscience, redressa la tête, regarda par la fenêtre, calcula l'heure et soudain il bondit, complètement réveillé, comme si quelqu'un venait de l'arracher à son divan. Sur la pointe des pieds, il s'approcha de la porte, l'entr'ouvrit tout doucement et écouta ce qui se passait en bas dans l'escalier. Mais dans l'escalier, tout était calme, comme si tout le monde dormait. Il lui parut terrible, invraisemblable d'avoir pu dormir dans une telle inconscience depuis la veille et de n'avoir rien fait, rien préparé. Et pourtant, si ça se trouvait, c'est 6 heures qui venaient de sonner. Une sorte d'agitation extraordinaire, fébrile, comme éperdue, le saisit soudain à la place du sommeil et de l'hébétude. De préparatifs, du reste, il n'y en avait trop guère. Il tendait tous ses efforts pour réfléchir à tout et ne rien oublier,
Son cœur, lui, battait, cognait si fort qu'il commençait d'avoir du mal à respirer. D'abord, il fallait faire une boucle et la coudre dans le manteau, l'affaire d'une minute. Il fouilla sous l'oreiller et y trouva dans le linge qui y était entassé une vieille chemise sale complètement en loques. Dans ses lambeaux, il déchira un ruban de toile d'un vers choc de large et 8 de long. Ce ruban, il le plia en deux, ôta son large et solide manteau d'été, fait une sorte d'épaisse texture à base de carton, son unique vêtement d'extérieur, et se mit à coudre les 2 bouts de ce ruban à l'intérieur, sous l'aisselle droite. Ses mains tremblaient en cousant, mais il y arriva et, comme ça, de l'extérieur, on ne voyait rien du tout quand il remit le manteau. L'aiguille et le fil, il les avait préparés depuis longtemps, il restait dans sa table, caché, dans du papier. Quant à la boucle, c'était une invention à lui, particulièrement futée. La boucle était destinée à la hache. On ne peut pas, bien sûr, se promener dans les rues une hache à la main. Si on la cache sous le manteau, il faut quand même la maintenir avec la main, ce qui se remarque. Maintenant, avec la boucle, il suffisait d'y placer le fer, et il restait tranquillement suspendu sous l'aisselle à l'intérieur pendant tout le trajet. S'il enfonçait la main dans la poche latérale du manteau, il pouvait aussi maintenir le bout du manche de la hache pour qu'elle ne ballotte pas. Et comme ce manteau était très large, un vrai sac, on ne pouvait pas remarquer de l'extérieur qu'il maintenait quelque chose en gardant la main dans la poche. Cette boucle, elle aussi, il l'avait inventée voici 2 semaines. En ayant fini avec cela, il glissa ses doigts dans une petite fente entre son divan turc et le plancher, farfouilla près du coin gauche et en tira le gage qu'il avait préparé et caché là depuis longtemps. Ce gage, du reste, était tout sauf un gage. C'était juste une planchette de bois bien rabotée, pas plus grande ni plus large qu'aurait pu l'être un porte-cigarette en argent. Cette planchette, il l'avait trouvée par hasard pendant une promenade, au milieu d'une cour dans un pavillon de laquelle se trouvait un atelier d'il ne savait trop quoi. Par la suite, il avait ajouté à cette planchette une petite plaque de fer lisse et fine, sans doute un reste de quelque chose, qu'il avait là aussi trouvé dans la rue le même jour. Mettant les 2 planchettes l'une sur l'autre, celle qui était en fer plus fine que celle en bois, il les lia ensemble très solidement en croix avec du fil. Ensuite, élégamment, avec beaucoup de soin, il les enveloppa dans une feuille de papier blanc tout propre et enroba le tout d'un fin ruban, là aussi en croix, faisant le nœud en sorte qu'il soit plus difficile de le défaire. Tout cela devait servir à détourner un peu l'attention de la vieille quand elle commencerait à s'affairer avec le nœud, et à avoir ainsi une minute favorable. La plaquette de fer, quant à elle, était ajoutée pour le poids, pour que la vieille ne devine pas à la première minute que l'objet était en bois. Tout cela, il le gardait jusqu'au moment voulu sous le divan. À peine avait-il pris son gage que soudain, quelque part dans la cour, il entendit un cri. « 6 heures passées, depuis longtemps !»« Depuis longtemps, mon Dieu !» Il courut vers la porte, l'oreille aux aguets, saisit son chapeau et se mit à descendre ses 13 marches prudemment, sans bruit, comme un chat. L'action la plus importante restait à faire, voler la hache à la cuisine. Que l'action serait faite à la hache, il l'avait décidé depuis longtemps. Il avait aussi un couteau de jardinier pliable, mais il se défiait du couteau et surtout de ses forces, et c'est pourquoi il s'était arrêté sur la hache définitivement. Remarquons à propos une particularité de toutes les décisions définitives qu'il avait déjà prises pour cette affaire. Elles avaient une caractéristique étrange. Plus elles devenaient définitives, plus immédiatement elles devenaient monstrueuses et absurdes à ses yeux. Malgré tout le combat intérieur qui le torturait, jamais, à aucun instant, il n'avait été en état d'avoir une foi totale dans sa capacité à réaliser ses projets, et ce, depuis tout le temps. Et quand bien même il lui serait arrivé un jour, alors qu'il avait tout étudié jusqu'au dernier détail, que tout fut décidé d'une façon définitive et qu'il ne resta plus le moindre, mais plus le moindre doute, même là, semble-t-il, il aurait pu renoncer à tout cela comme à quelque chose d'absurde, de monstrueux et d'impossible. Or, il restait tout un abîme de doutes et de points non résolus. Quant au problème de savoir où trouver la hache, c'était là un détail qui ne l'inquiétait nullement, parce qu'il n'y avait rien de plus simple. Le fait est que Nastasia, surtout le soir, sortait de chez elle à tout bout de champ. Soit elle filait chez les voisins, soit dans une boutique, mais elle laissait toujours la porte grande ouverte. La logeuse ne la disputait que pour cette raison. Donc,
Il suffisait d'entrer sans faire de bruit, le moment venu, dans la cuisine, de prendre la hache, et puis, 1 heure plus tard, quand tout serait fini, de revenir et de la remettre en place. Mais quelques doutes naissaient aussi. Supposons, il reviendrait 1 heure plus tard pour la remettre, et Nastasia, elle était là, fidèle au poste. Bien sûr, il allait falloir continuer son chemin et attendre qu'elle ressorte. Et là, pendant ce temps, elle se rendrait compte que la hache avait disparu. Elle se mettrait à chercher, à crier, voilà un soupçon, ou bien, à tout le moins, une occasion de soupçon. Mais il y avait aussi d'autres détails auxquels il n'avait même pas commencé à réfléchir. Il n'avait d'ailleurs pas eu le temps. Il avait pensé à l'essentiel, et les détails, il les avait repoussés jusqu'au moment où il se serait persuadé de tout lui-même. Voilà, du moins, l'impression qu'il avait. Il n'arrivait pas du tout à imaginer, par exemple, qu'un jour, il cesserait de penser, qu'il se lèverait et que, tout simplement, il marcherait jusqu'à là-bas. Même son essai récent, c'est-à-dire sa visite dans l'intention de repérer définitivement les lieux, il avait seulement essayé de le faire, mais c'était loin d'être pour de vrai, c'était juste comme ça. Allez tiens, j'y vais, j'essaie. Assez songé, quoi. Et tout de suite, il n'avait pas supporté. Il avait laissé tomber et il s'était enfui, pris d'une espèce de rage contre lui-même. Et pourtant, semblait-il, il en avait fini avec toute l'analyse, au sens de la résolution morale de la question. Sa casuistique s'était affilée comme un rasoir, et lui-même n'arrivait plus à se trouver des contradictions conscientes. Pourtant, dans ce dernier cas, il se défiait tout simplement de lui-même et, servilement, avec obstination, il cherchait des contradictions autour de lui, à tâtons, comme s'il y avait quelqu'un qui l'obligeait, qui le poussait à cela. Le dernier jour, qui était arrivé d'une façon si fortuite et qui avait tout décidé d'un coup, avait agi sur lui d'une façon presque entièrement mécanique, comme si quelqu'un l'avait pris par la main et l'avait entraîné derrière lui, irrésistiblement, aveuglément, avec une force surnaturelle, sans la moindre réplique. Comme si, par un lambeau de ses habits, il se retrouvait pris dans la roue d'une machine et se voyait entraîné. Au début, cela faisait, du reste assez longtemps, une question l'avait préoccupé. Pourquoi presque tous les crimes étaient-ils découverts et révélés aussi facilement, et pourquoi tous les criminels laissaient-ils des traces si évidentes? Il en était arrivé à de multiples et curieuses conclusions, et, à son avis, la raison essentielle tenait au criminel lui-même. C'est le criminel lui-même, et presque tous les criminels qui, au moment du crime, se voient soumis à une sorte de chute de la volonté d'affaiblissement qui sont remplacés, au contraire, par une sorte de phénoménale frivolité enfantine, et ce, au moment précis où la raison et la prudence sont le plus indispensables. Selon sa conviction, cette éclipse de la raison et cette chute de la volonté se saisissent de l'homme comme une maladie, se développent peu à peu, et en arrivent à leur point suprême peu de temps avant l'accomplissement du crime. Elle continue sous le même aspect au moment du crime et encore quelque temps après, selon l'individu. Et puis, elle passe comme n'importe quelle maladie. Quant à la question, est-ce la maladie qui engendre le crime, ou bien le crime lui-même qui, d'une façon ou d'une autre, par sa nature particulière, s'accompagne toujours de quelque chose comme une maladie? Il ne se sentait pas encore la force de la résoudre. Parvenu à de telles conclusions, il décida que, pour lui, personnellement, dans son acte, il ne pouvait pas y avoir de retournement maladif de ce genre, que sa raison et sa volonté resteraient avec lui, indéfectibles, pendant tout le temps de la réalisation du projet qu'il avait réfléchi, et pour cette unique raison que ce projet qu'il avait réfléchi, ce n'était pas un crime. Nous sautons ici tout le processus suivant lequel il était arrivé à cette dernière conclusion, nous avons même sans cela déjà trop pris d'avance. Ajoutons simplement que les difficultés factuelles, purement matérielles, jouaient en général dans son esprit le rôle le plus secondaire. Il suffit de garder toute sa volonté et sa raison, et toutes, le moment venu, elles seront dominées quand il faudra se confronter à tous les détails de l'action, jusqu'au plus infime. Mais l'action ne commençait pas. Il continuait de se défier le plus de ses décisions définitives, et quand l'heure fut sonnée, tout se passa tout autrement, comme un peu par hasard, et d'une façon presque inattendue. La circonstance la plus insignifiante le mit dans une impasse avant même qu'il eût descendu l'escalier. Arrivé au niveau de la cuisine de sa logeuse, toujours grande ouverte,
Il la parcourut prudemment du regard pour voir d'avance si, en l'absence de Nastasia, la logeuse elle-même ne s'y serait pas trouvée, et si elle n'y était pas, si la porte de sa chambre était vraiment fermée pour qu'elle non plus, d'une façon ou d'une autre, elle ne puisse pas le voir, lui, au moment où il serait entré prendre la hache. Mais quelle ne fut pas sa stupeur quand il découvrit soudain que Nastasia, cette fois-là, était chez elle, dans sa cuisine, et qu'en plus elle travaillait. Elle sortait du linge de la corbeille et le mettait à sécher. L'apercevant, elle arrêta son travail, se retourna vers lui et le regarda tout le temps qu'il passait. Il détourna les yeux et il passa comme s'il n'avait rien remarqué, mais l'affaire était terminée. Il n'y avait pas de hache. Il était sidéré horriblement. « Et d'où est-ce que j'ai pris, se disait-il, en débouchant sous le portail, d'où est-ce que j'ai pris que c'était sûr qu'à cet instant précis, elle ne serait pas là? Pourquoi est-ce que je l'avais décidé en étant tellement sûr ?» Il était écrasé, comme même avili. Il avait envie de se moquer de lui-même, rien que par rage. Une rage obtuse, animale, se mit à bouillir en lui. Il s'arrêta sous le portail pour réfléchir. Sortir sur le trottoir comme ça, pour donner le change, cela le dégoûtait. Rentrer chez lui, encore plus. « Et quelle occasion j'ai perdue pour toujours !» marmonnait-il debout, sans but, sous le portail, juste devant le cagibi obscur du gardien, lui aussi grand ouvert. Soudain il tressaillit. Dans le cagibi du gardien, à 2 pas de lui, sous le banc à droite, quelque chose lui brilla aux yeux. Il regarda autour. Personne. Sur la pointe des pieds, il vint vers le cagibi, descendit les 2 marches et d'une voix faible appela le gardien. « Mais oui, personne. Il doit être à côté d'ailleurs, dans la cour. La porte est grande ouverte. » Il se précipita tout de suite vers la hache, c'était une hache, et la tira de sous le banc où elle était rangée entre 2 bûches. Là, même, sans sortir, il la fixa à la boucle, se fourra les 2 mains dans les poches et ressortit du cagibi. Personne n'avait remarqué. Si ce n'est pas la raison, c'est le diable, pensa-t-il avec un ricanement étrange. Mais ce hasard le ragaillardit au plus haut point. Il marchait d'un pas tranquille et mesuré, sans se hâter, pour n'éveiller aucun soupçon. Il regarda peu les passants et même il s'efforçait de ne pas regarder du tout les visages et de passer aussi inaperçu que possible. C'est là qu'il se souvint de son chapeau. Mon Dieu, j'avais de l'argent il y a 2 jours, et je n'ai pas été fichu de changer ça pour une casquette. Une malédiction lui jaillit du fond de l'âme. Jetant un œil par hasard dans une boutique, il y vit à une pendule qu'il était déjà 7h10. Il fallait se dépêcher et en même temps faire un crochet, arriver vers l'immeuble par un autre chemin de l'autre côté. Avant, quand il lui arrivait de se représenter tout cela en imagination, il pensait quelquefois qu'il aurait très peur. À présent, il n'avait pas très peur et même il n'avait pas peur du tout. Pendant ces instants-là même, il était occupé par des pensées tout à fait étranges, toujours pour peu de temps. Longeant le parc Youssoupov, il fut même occupé par une réflexion sur l'agencement de fontaines puissantes et par le fait qu'elles seraient un très bon facteur de rafraîchissement de l'air sur toutes les places. Peu à peu, il passa à la conviction que si l'on étendait le jardin d'été à tout le champ de Mars, et même si on le réunissait avec le jardin du palais Mikhailovski, ce serait une chose splendide et bien utile pour la cité. Là, soudain, une autre chose l'intéressa. Pourquoi précisément, dans toutes les grandes villes, les gens, non seulement par nécessité, mais par une sorte d'inclination particulière, avaient-ils tendance à vivre et à s'installer précisément dans ces parties de la ville où il n'y avait ni jardin ni fontaine, où régnait la saleté, la puanteur et une ordure de toutes sortes? Là, il se souvint de ses propres promenades sur la place aux Foins, et un instant, il reprit conscience. Quelle bêtise, se dit-il, non, mieux vaut ne pas penser du tout. C'est comme ça, sans doute, que ceux qu'on amène au supplice se collent en pensée à tous les objets qu'ils rencontrent sur le chemin, se dit-il dans un éclair. Mais justement, ce n'était qu'un éclair. Il s'empressa d'éteindre cette pensée. Mais voilà, il était déjà tout près, et voilà l'immeuble, voilà le portail.
Quelque part, soudain, une horloge sonna un coup. Comment? Déjà 7h30? Pas possible, elle avance, je parie. Par chance pour lui, là encore, au portail, tout se déroula le mieux du monde. Bien plus même, comme par un fait exprès, à cet instant, un énorme tombereau de foin était passé devant lui, un tombereau qui l'avait entièrement caché pendant qu'il traversait la porte cochère, et dès que le tombereau fut sorti du portail pour entrer dans la cour, lui, en un clin d'œil, il se glissa vers la droite. Là-bas, de l'autre côté du tombereau, on entendait quelques voix qui criaient et juraient, mais lui, personne ne le remarqua, et il ne croisa personne. Beaucoup de fenêtres qui donnaient sur cette énorme cour carrée étaient ouvertes à cet instant, mais il ne releva pas la tête, il n'avait pas la force. L'escalier de la vieille était tout près, tout de suite à droite, en débouchant de sous le portail. Il était déjà dans l'escalier. Il reprit son souffle, il appuya sa main sur son cœur qui battait la chamade, palpa tout de suite la hache, la redressa et prudemment sans bruit se mit à gravir l'escalier, l'oreille constamment aux aguets. Mais l'escalier aussi à ce moment-là était entièrement vide. Toutes les portes étaient fermées, personne qu'il pût croiser. Au premier, certes, un appartement vide était grand ouvert, mais des peintres y travaillaient et aucun d'eux ne regarda au dehors. Il resta immobile un instant, réfléchit, reprit son chemin. Bien sûr, ce serait mieux s'il n'était pas là du tout, mais il y a 2 étages au-dessus d'eux. Mais voilà le 3e étage, voilà la porte, voilà l'appartement en face, celui qui était vide. Au 2e, tous les signes le montraient, l'appartement qui était juste en dessous de celui de la vieille était vide lui aussi. La carte de visite clouée à la porte avec de petits clous était enlevée, les gens étaient partis. Il haletait. Un instant, une pensée fusa dans son esprit. Et si je partais? Mais il ne se répondit pas et se mit à écouter l'appartement de la vieille. Un silence de mort. Ensuite, il écouta une nouvelle fois en bas, dans l'escalier. Il écouta longtemps, de toute son attention. Ensuite, il regarda une dernière fois autour de lui, se reprit un peu, se redressa et une nouvelle fois, il essaya la hache dans la boucle. Est-ce que je ne suis pas trop pâle? Se sentait-il se demander. Je ne suis pas trop agité. Elle est méfiante, peut-être. Attendre encore un peu. Le temps que le cœur cesse. Mais le cœur ne cessait pas, au contraire, comme par un fait exprès, il battait fort, toujours plus fort. Il ne supporta plus, tendit lentement la main vers la clochette et il sonna. 30 secondes plus tard, il sonna à nouveau plus fermement. Pas de réponse. Sonner pour rien ne servait pas à grand-chose et puis, ce n'était pas naturel. La vieille, évidemment, était chez elle, mais elle était méfiante et seule. Il connaissait un peu ses habitudes. Il colla encore une fois son oreille sur la porte. Ses sensations étaient-elles si fines, ce qui en général était dur à imaginer, ou bien réellement entendait-on si bien, soudain, il distingua comme le froissement prudent d'une main devant la serrure et comme le froufrou d'une robe juste derrière la porte. Quelqu'un, sans vouloir être remarqué, se tenait juste derrière la serrure, et exactement comme lui, ici, à l'extérieur, ce quelqu'un écoutait, caché à l'intérieur, et semblait-il, lui aussi, avait l'oreille collée à la porte. Il fit exprès de bouger, et marmonna quelque chose, presque à voix haute, pour ne pas montrer qu'il se cachait, puis il sonna une 3e fois, mais tranquillement, d'une façon ferme et sans la moindre impatience. Il se souvenait de tout cela plus tard. C'était si clair, si net. Cette minute s'était imprimée dans son être à tout jamais. Il n'arrivait pas à comprendre d'où avait pu lui venir tant de ruses, d'autant plus que sa raison passait par des instants d'éclipse et qu'il n'avait presque plus aucune sensation de son corps. Un instant plus tard, il entendit qu'on levait le loquet.